Bonjour, donc je suis Dr Kowalczyk Christine, je suis présidente de l'URMEL-OI. Je suis installée en tant que médecin généraliste à Saint-André, à la Cressonnière plus exactement. Alors effectivement, avec Ruben, on a monté un projet de télémédecine que vous connaissez tous qui s'appelle Gécoplay. Et donc ça fait donc 3-4 ans maintenant que je me suis impliquée dans la e-santé. Quand Ruben m'a demandé de faire un topo et qui m'a dit « Est-ce que tu peux parler de la vie conventionnelle ?» et donc du coup, et de la téléconsultation, je me dis « Ouh, ça c'est relou ». Merci, il n'y a pas plus innovant que l'assurance maladie, donc ça va bien me plaire, tu penses bien. Donc j'ai dit, mais par contre, effectivement, je débuterai la session après avec des experts, donc certains que je trouve vraiment formidables, professeur Pi, docteur Gruson, monsieur Gruson, pardon, qui nous a effectivement fait des conférences, qui nous ont interpellés et que je vais pouvoir reprendre aujourd'hui. Alors la e-santé, avec les médecins, est-ce que la e-santé est innovante ? Comme je débute, je vais vous faire un peu d'historique, parce qu'il faut toujours savoir d'où on vient avant de pouvoir innover. Alors, l'évolution du numérique, déjà Cro-Magnon avait déjà pensé à ça, puisqu'au début, l'ordinateur servait à calculer. Donc lui, il y a donc 20 000 ans, le Cro-Magnon avait inventé la notion de nombre sur des silex. Après, je trouve ça magnifique, vous pouvez le voir au musée d'art décoratif à Paris. La première calculatrice, c'est Pascaline, qui a été créée en fait par Blaise Pascal. Et à l'époque, c'était pour aider son père pour les impôts. Après, vous l'avez tous connu, enfin certains ont dû voir le film, Enigma, je pense. Le premier ordinateur vraiment qui est sorti en 1945, c'était Colossus, qui a été fait en fait pour décrypter, vous savez, les messages allemands. Le deuxième, en fait, c'est ENIAC. ENIAC a été créé aussi, il prenait 1500 mètres carrés pour pouvoir, en fait, et lui, c'était pour la bombe Hiroshima. Donc vous voyez qu'au début, la numérique et l'ordinateur n'étaient pas forcément faits pour faire des belles choses. Alors hier, on a cité, Monsieur Gruson avait cité effectivement les science-fiction. Moi, j'ai plutôt cité un vieux livre, parce qu'effectivement, tous les artistes, tous les livres parlent souvent de la e-santé, enfin pas de la e-santé, pardon, mais du numérique, de version un peu négative. Le premier livre, entre autres, qui en parle, c'est quand même en 1949, Orwell, qui parle avec 1984, qui parle de ces fameux écrans qui surveillent tout le monde. Alors moi, ce que j'avais bien aimé aussi en continuant de mes recherches, c'est trouver la première souris. La première souris était en bois, en 1960. Donc c'est Douglas Engelbart qui l'a créée. Et donc moi, j'ai trouvé ça trop mignon, parce que je trouve quand même que c'était quand même pas mal d'avoir inventé une souris en bois. Et après, alors là, c'est là que c'est commencé à se développer, de 71 à 91, naissance d'Internet. En septembre 69, premier échange entre deux ordinateurs. En 71, ARPANET a été créé, où c'était des échanges dans un même réseau. Et donc du coup, après, en 1991, le premier essai, donc Internet est né. Après, vous l'avez tous connu, en premier quand même, ce qui a révolutionné quand même le numérique, c'est le microprocesseur. Vous avez vu que le premier ordinateur faisait 1500 mètres carrés, autant vous dire que dans vos cabinets médicaux, en plus avec la gestion du local et le prix au mètre carré, ça risquait d'être compliqué de travailler avec l'ordinateur. Donc le premier microprocesseur, ça a été Intel qui l'a fait en 1971. Et donc du coup, après, a été créé donc, le fameux Apple, que vous connaissez tous, et IBM aussi a lancé, et là a démarré vraiment le grand public. En 92, très rapidement, l'écriture d'Internet, c'était donc Tim Berners-Lee qui l'a fait. En 1996, Hotmail, la première messagerie a débuté. Après, vous connaissez tous Google en 1998. Il y en a eu avant, mais Google a tellement supplanté les autres que je ne les cite pas. En 2000, explosion des réseaux sociaux. Et en 2010, il y a l'émergence, ça y est, ça continue à travailler. Je ne vous ai pas cité l'intelligence artificielle apprenante, qui effectivement est la révolution actuelle. Sachez quand même qu'il y a un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait « Des machines, des plateformes et des hommes » et qui parle effectivement que l'intelligence artificielle, l'apprenante, il se base beaucoup sur la formation des avocats et des médecins, qui est une expérience, qui est une formation par expérience. Alors voilà, à partir de 2000, vous l'avez vu, vous l'avez tous vécu, Google, Amazon, tout ça est arrivé, Facebook et surtout le fameux IBM Watson. Quand même quelques chiffres qui sont importants. Actuellement, en fait, en 2019, chaque mois, il y a la moitié de l'humanité qui se connecte sur Internet. Mais par contre, on a toujours des chiffres en métropole, enfin en France. 1 personne sur 6 n'utilise pas Internet. Et nous avons plus d'un usager sur 3 qui manque de compétences sur les bases numériques de base. Alors, pour arriver à la e-santé, est-ce que la e-santé est innovante ? Moi, je me pose la question.
En fait, vous avez d'un côté tout ce que je vous ai dit, l'historique, et de l'autre côté, vous avez effectivement quand est-ce qu'on a commencé à travailler. Alors, première, c'est en 2009. En 2009, la télémédecine est reconnue dans la loi française, dans le droit français, sous forme d'expérimentation uniquement. Certains les ont connus en tract et tout ça, télémédecine, téléexpertise, téléconsultation, tout ça. Seulement, il a fallu attendre quand même en 2018, donc il y a quelques années qui se sont passées, pour que ça passe enfin dans le droit commun. Et donc ce que m'a demandé Ruben, c'était de vous parler de la téléconsultation. En juin 2018, l'avenant a été signé. Et en fait, en septembre 2018, les premiers tarifs ont été sortis sur la téléconsultation. Et en février est sortie en fait la téléexpertise. Alors ça, c'est déjà pour vous dire, voilà comment ça commence avec la sécurité sociale. La sécurité sociale, il faut vous poser 8 questions avant de commencer à faire une téléconsultation. Donc là, vous avez tout ce que vous... Je vais y aller quand même rapidement, parce que sinon, je pense que je vais dépasser mon temps horaire. Mais voilà, il faut vous poser ces 8 questions avant de démarrer. Alors là, je vous ai fait un petit peu un synthétique. Quels sont les éléments indispensables pour débuter une téléconsultation? D'abord, d'avoir une vidéo. Mais là, aux surprises, elle n'est pas obligée d'être sécurisée. Enfin si, WhatsApp est sécurisé selon la sécurité sociale. Donc vous pouvez téléphoner à votre patient, lui demander de se connecter sur un WhatsApp, vous lui parlez, et puis vous remplissez votre dossier médical pendant ce temps-là. Ça, c'est obligatoire. Et vous devez échanger que par messagerie sécurisée. La cotation, ça devient plus simple. La cotation, vous devez coter TCG. Ou alors, si c'est un enfant, vous rajoutez TCG plus AMG. Ou alors, si vous n'êtes pas connu du médecin traitant, vous pouvez rajouter aussi, bien sûr, le MCG. C'est simple. Vous avez tout compris. Donc, du coup, le ROSP, vous rajoutez quand même des financements. L'Europe, vous y avez droit. Si vous avez fait une cotation de téléconsultation, vous aurez droit à 350 € l'année prochaine. Et vous aurez droit aussi à 25 points supplémentaires parce que vous avez un logiciel métier de 175 €. Donc là, ça vous permet de payer des plateformes. La facturation, vous avez soit votre logiciel qui est agréé, et dans ce cas-là, votre logiciel vous permet de faire une feuille de soins dégradée Sésame sans Vital, ou sinon votre logiciel n'est pas agréé, et là, quand même, la caisse a été magnanime, et vous a dit que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire une feuille de soins dégradée, mais vous n'êtes pas obligé d'envoyer la feuille de soins papier. C'est pas mal dans le monde numérique qu'on ne soit pas obligé d'envoyer du papier quand même. Alors la téléexpertise, Ruben m'a demandé d'en parler. Ce n'est pas parce que j'en parle que je cautionne. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, sur la téléexpertise, la vidéotransmission, bien entendu, n'est pas obligatoire. Par contre, on doit s'échanger les données entre médecins de façon sécurisée. C'est un paiement qui est à 100%, parce que du coup, ça ne concerne que quelques patients, les patients en ALD, les maladies rares, les résidents qui sont en zone sous-dense, les EHPAD, ceux qui sont en EHPAD, les détenus. Et pour les cotations TE2, je voulais rajouter, c'est ceux qui sont complexes. Le patient doit être obligatoirement connu du médecin qui va lire la téléexpertise. Les cotations, c'est encore simple. TE1, pour le médecin qui envoie la demande, il va être payé 5 €. Moi, je trouve que c'est une somme qui est extraordinaire. TE2, c'est 10 €. Ça, c'est quand la téléexpertise est plus compliquée, parce qu'on doit écrire quelques lignes de plus, je pense. Le médecin requis, celui qui va recevoir, va être indemnisé 12 €. Il va coter TE1. Et celui qui, si c'est plus compliqué, alors le TE1, ça peut être la lecture de l'ECG, ça peut être le cliché d'un fond d'œil, c'est quelque chose soi-disant de simple. On engage absolument pas notre responsabilité en tant que spécialiste, puisque vous devez quand même donner un diagnostic. Donc c'est rémunéré à 10 €, 12 €. Le ROSP, c'est pareil, vous avez droit à 350 € et 175 €. Facturation, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Votre logiciel est à créer, vous pouvez coter une feuille de soins Sésame sans Vital. Sinon, si votre logiciel n'est pas agréé, il n'y a pas d'envoi papier par dérogation. Alors, il y a quand même certains hôpitaux qui se sont mis, et donc là, c'était juste pour vous montrer un exemple d'un hôpital qui a lancé, en fait, effectivement, de la téléexpertise pour ses patients. Alors, quelques chiffres, une fois que je vous ai montré tout ça, la sécurité sociale, je ne sais pas pourquoi, elle ne comprend pas pourquoi on ne se déclenche pas plus de téléconsultations. Donc, il y a eu en mars 2019 8000 actes de téléconsultation qui ont été pris en charge par l'assurance maladie. À La Réunion, les chiffres que j'ai obtenus, c'est en décembre 2018. Bon, là, on est un an plus tard, je ne sais pas où c'en est, on en avait 9. Donc, La Réunion est très innovante sur le plan e-santé et téléconsultation. En psychiatrie, quand même, il y en avait 3. Ça, je trouvais que c'était pas mal, il faudrait que je repère qui c'est, parce que je trouve ça bien quand même. L'assurance maladie, ce qu'elle espère, elle espérait 500 000 actes en 2019. On en est loin. Enfin, je pense que vous avez compris pourquoi tout le monde s'y met pas. En millions en 2020 et 1,3 million en 2021. On en est loin, je pense. Mais selon l'assurance maladie, elle espère toujours. Alors elle s'est dit, on va mettre des professionnels en plus. Comme ça, on va peut-être un peu accélérer les choses. Donc ils rajoutent les pharmaciens et les infirmiers.
Donc les pharmaciens, en fait, ils ont enfin signé un avenant en décembre 2018 où on peut leur proposer de faire ce qu'on appelle du télésoin. Ça a déjà débuté. Dans certaines pharmacies, vous pouvez aller, vous pouvez avoir une télécabine, on peut vous prendre votre tension, toutes les constantes, et c'est adressé à un médecin. L'idéal, ça sera quand même que ce soit le médecin traitant. Mais c'est en train de se mettre en place et on va voir un peu qu'est-ce qui va se donner. Les infirmiers ils vont pouvoir le faire à partir de janvier. À partir de janvier, ils auront aussi des actes de téléconsultation à type de télésoins uniquement adressés à leur médecin traitant. Et pareil, ils seront indemnisés 10 ou 12 € selon qu'ils font un acte ou pas en plus. C'est pas inintéressant, moi je ne suis pas complètement contre. Parce qu'en fait, normalement, ils sont censés l'adresser au médecin traitant. Alors je vais aller vite parce que j'ai plus qu'une minute. Les nouvelles plateformes de téléconsultation à l'intention des patients, c'est ce qui vient d'arriver. Alors effectivement, vous avez les mutuelles qui débarquent, mais toujours la même question, à qui vont les données de santé? On a vu hier combien c'était important. Médecin direct, vous avez une plateforme sécurisée, inscription gratuite, allez-y. Et après, vous avez celui qui est surtout bien connu, qui a débuté, c'était deuxièmeavis.fr. Alors, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça, c'est le détail à regarder chez vous, parce que là, sinon, j'y passe 3 quarts d'heure, et c'est vraiment barbant au possible. Donc, chez vous, vous regardez la facturation dans les DROM, vous regardez en fait tout ça, les modalités. Je vous ai laissé de quoi travailler chez vous. Voilà, ça y est, je savais que j'allais me faire taire. Donc voilà, les biblios, les recos. Il faut absolument que ces actes soient une pertinence, il faut qu'il y ait une confidentialité des données entre l'accord du patient, il faut qu'il y ait des retours d'informations au médecin traitant, tout ça c'est extrêmement important. Moi je pense que la téléconsultation, la téléexpertise, elle peut débuter. Gécoplet est un bel exemple, parce que Gécoplet quand même, le médecin est indemnisé 30 € et l'expert est indemnisé comme un APC. Bien entendu, il faut un outil adapté. Vous connaissez bien tous ces logiciels qui sont fabriqués par des informaticiens qui pensent à notre place et qui n'arrivent pas toujours à ce qu'on veut faire à notre place. Il y a eu 2 quand même dérives qui ont été notées. La CNAM a refusé de financer des actes de téléconsultation. L'IVI en a fait 34 000 et 22 000 ont été annulés. Et aussi, vous avez vu, le Conseil de l'Ordre a sauté en l'air quand même quand il a vu CAR qui disait téléconsultation satisfait ou remboursée. Vous avez des flambées de plateformes de télémédecine qui sont offertes aux médecins, Hellocar, CAR, Doctolib et tout ça. La question, c'est de se dire, mais où vont ces données? Quelle est l'interopérabilité? Et surtout l'organisation territoriale. Alors juste, j'ai 3 dias, je voulais finir quand même. La proposition de l'URMEL qui a travaillé avec les URPS Corse. Les URPS Corse ont fait une plateforme qui est une petite pépite. Comme je leur ai dit, vous faites autre chose que des bombes, c'est bien. Alors ils ont fait surtout une plateforme où ils ont intégré le patient. Ils font pas la recette de gâteau au chocolat non plus, ça c'est dommage. Et le patient et surtout le médecin, vous avez vu, le pharmacien et tout ça. Donc l'URMEL OI va vous proposer cette plateforme, on travaille avec eux, où il y a une plateforme de téléconsultation, il y a une plateforme de rendez-vous et il y a quand même plein d'autres choses après. Dans la téléconsultation, pour moi, est-ce que c'est une organisation territoriale? Est-ce que c'est une innovation? Je me pose la question. Est-ce que c'est une technocratie politique de plus? Est-ce que c'est une évolution de notre métier qui se numérise à grand V? Et surtout pour les patients, moi je pense que pour les patients, ils ont tout compris. Eux, alors là, ils sont tout à fait demandeurs. Donc il faut vraiment qu'on s'organise parce que eux, vous inquiétez pas, je vous montre ma photo, je vous montre mes amygdales et je payerai par PayPal. Et nous, les médecins, alors on veut aller vers la e-santé ou on ne veut pas aller vers la e-santé? Je vous laisse réfléchir. Merci Christine. Y a-t-il des questions dans la salle? Sachez que vous pouvez également poser vos questions directement par WhatsApp et ça arrivera directement devant nous pour permettre le début de la discussion. On a un peu de mal actuellement, du moins, à faire démarrer tout ce qui est téléconsultation et téléexpertise en France, à La Réunion également. Quels seraient les leviers que tu pourrais proposer? Quelles sont les solutions éventuelles? Je pense que je suis pas contre la téléconsultation. Je crois que mon message il était assez clair parce qu'on répond tous les jours les généralistes en fait à des questions de nos patients. Et franchement, s'il suffit juste de mettre un WhatsApp, de remplir notre dossier et d'envoyer quelque chose, faites-le. Parce que ça, c'est des actes qu'on fait de manière très très gratuite où on engage quand même notre responsabilité. Après, moi je pense qu'il faut changer la téléexpertise et que ça soit un dialogue entre le généraliste et le spécialiste qu'on est en train de perdre énormément. Une question tout au fond, le docteur Tiakim. Il faut juste rappeler également le rôle central du médecin traitant dans tout ce qui est télémédecine. L'ensemble des décrets qui sont sortis positionnent le médecin traitant comme la pierre angulaire de la prise en charge du patient en télémédecine, que ce soit en téléexpertise et en téléconsultation. C'est bon à le rappeler. Alors, un exemple où on est en consultation entre l'actuelle forme de pratique et la téléconsultation.
Docteur, le laboratoire vous a envoyé mes résultats. Pouvez-vous regarder et m'appeler si c'est normal ou si c'est pas normal, s'il vous plaît? Comment on cote un acte par téléphone? C'est tous les jours, on fait des actes comme ça tous les jours. C'est ce que je t'ai dit, il faut que tu le transformes. Alors normalement, la lecture d'un résultat après un examen n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, il faut savoir quand même sur la vie conventionnelle. Mais si un patient t'appelle pour demander un avis et que tu donnes un diagnostic, dans l'Altastrada que je vous ai présenté, vous pourrez envoyer en plus une ordonnance. Là, c'est un acte de diagnostic et tu le coteras TLC 29,60 €. Ça veut dire que c'est une inflation d'actes et de prescription. Si le résultat est normal. Le résultat est normal, tu donnes ton diagnostic, tu donnes ton expertise, tu es rémunéré pour ça. D'accord, donc il faut qu'on on formalise forcément par une téléconsultation. Par une téléconsultation. Et là où je mets du bémol sur la téléexpertise, c'est qu'actuellement, il faut arrêter de réfléchir à une consultation, à une tarification à l'horaire. Parce que là, les actes, être payés, indemnisés 10 € pour de la téléexpertise pour les spécialistes, je ne sais pas ce qu'en pensent les spécialistes dans la salle, mais je veux dire, c'est quand même, on va donner une responsabilité. Tandis qu'être indemnisé sur la téléconsultation 30 €, on est indemnisé à la valeur de notre acte habituel. Et en ce moment, ce qui pourrit la vie de beaucoup de généralistes, c'est les INR, parce que on nous appelle, est-ce que mon INR est normal, je garde le même traitement, je change. C'est un acte de médecine. Et 5 fois sur 10, on ne le code pas parce qu'on a répondu par téléphone ou au patient ou à l'infirmière, voire même le laboratoire. Là, on est plus sur la téléexpertise que sur de la téléconsultation. Bon, c'est la dernière question en tout cas parce que le temps est passé. Merci Christine, merci pour vos questions.